Il est 11h en cette journée du jeudi 7 mai 2020, l'heure du Club La Presse, émission que vous suivez en direct sur la nouvelle génération 93.5 FM, mais également sur les antennes des radios partenaires Radio Lumière en Europe, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassar, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan et dans le monde entier sur les radios numériques et autres sites. Sans oublier que vous pourrez suivre également l'émission en vidéo sur le réseau YouTube à partir de 12h30. Datevi Thomas, Michel Vitogwe Tomenga et Géraud Dakucha à la manette avec au studio. Les confrères, ils sont au nombre de 3 que je vous présente dans l'ordre d'arrivée. Magloire Teko Kenvi de Flambeau des démocrates, bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers confrères autour de la table. Bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices, naturellement, qui nous suivent sur la 93.5 MHz. Je profite de l'occasion pour avoir une pensée un peu particulière à l'endroit de tous les acteurs des secteurs socio-professionnels qui ploient, n'est-ce pas, actuellement sous le coup des mesures contraignantes dictées par le gouvernement, justement dans la dynamique de la lutte contre le Covid, notamment les enseignants, surtout du secteur privé, laïque et confessionnel, qui sont restés depuis quelques semaines déjà sans salaire, avec des enfants, des charges familiales. Ce n'est pas évident, je compatis avec eux. Merci. Cette intention à l'endroit de ces couches socio-professionnelles qui sont à l'arrêt de leur travail. Alors, vous m'amenez à révéler une anecdote. Le lundi dernier, j'ai été approché par une dame qui s'est présentée à moi que, Monsieur Sass, qu'est-ce que nous avons fait? Vous ne parlez jamais de nous. J'ai dit, madame, je ne vous connais pas. Elle dit, oui, madame Sass, je suis professionnel des sexes. Et par le couvre-feu et la fermeture des boîtes de nuit, nous ne travaillons plus. Mais je suis le Club de la Presse et vous ne parlez jamais de nous. C'est ce que la travailleuse de sexe m'a confié lundi dernier. Ben, voyez-vous, c'est un peu particulier, mais c'est au même moment, on va dire, une réalité dans la mesure où le travail de sexe, c'est un vieux métier. C'est vrai que ça heurte un peu les mœurs selon certains, mais on va dire que le monde est né avec. Et donc c'est une réalité que ces acteurs aussi soient n'est-ce pas, victimes de la situation. Mais vous savez, ce secteur n'est pas aussi ouvert à tout le monde comme les autres secteurs d'activité. Mais j'aurais préféré, avec courage, comme tous les acteurs le demandent, s'ils le souhaitent vraiment ou si elles le souhaitent vraiment, approcher également les médias pour voir ce qu'on peut faire. Mais au-delà de tout, il faut comprendre aussi que c'est une question de santé publique. Et si eux-mêmes, c'est vrai que c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, mais il faut penser aussi à avoir la santé avant de vivre enfin. Merci à cette dame et à tous les travailleurs de sexe. Le Club de la Presse a une pensée pour vous. Vous qui ne travaillez plus la nuit à cause de la fermeture des boîtes de nuit et du couvre-feu. Et puis la dame s'est plainte également qu'elles ne sont pas éligibles au programme non-vici et elles sont à sec d'argent depuis. Michel Tchadja de Ouara le Vainqueur, bonjour. Bonjour, bonjour aux collègues ici présents et bonjour surtout à nos auditeurs et auditrices. Michel qui est un moteur diesel, il démarre lentement et puis progressivement il se chauffe. Vous le verrez tantôt. Et là, Mati Chogbe de la Nouvelle Tribune, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci, ça fait bien longtemps que je ne vous ai plus vu réunis ici autour de la table. C'est le Covid-19 qui passe par là. Il manque le 4e mousquetaire, Ambroise Ponjo. Peut-être que très prochainement, les 4 se retrouveront rassemblés ici. Alors très rapidement, la pensée du jour. C'est Rita Levi Montalcini qui a écrit, citation, « N'ayez pas peur des moments difficiles. Le meilleur naît de là. » Encore une fois, n'ayez pas peur des moments difficiles. Le meilleur naît de là. Signé Rita Levi Montalcini. Eh bien, au menu du Club de la Presse aujourd'hui, nous allons évoquer une information qui fait très mal, qui suscite beaucoup d'émotions. Il s'agit donc du corps sans vie du lieutenant-colonel Bitala Madjoulba, le commandant du BI, qui a été retrouvé ensanglanté, inanimé dans son bureau en début de semaine.
Nous allons faire la revue de presse et recueillir vos commentaires. Nous allons revenir également sur la prestation de mandat du chef de l'État, la prestation de serment de Faure Gnassingbé qui inaugure son 4e mandat depuis le 3 mai dernier. Vos rédactions sont revenues sur ce sujet et nous allons terminer par la riposte au Covid-19 avec vos analyses également sur les contours de cette épidémie. Mais on va quand même faire un rapide tour de table sur la 27e journée internationale de la liberté de presse. C'était le dimanche 3 mai dernier. Et comme nous l'avons annoncé, tous les jours, nous consacrons une petite page sur cette célébration. Je rappelle que le thème, c'est le journalisme sans crainte ni complaisance. Magloire, c'est ce qui vous a inspiré à titrer cet éditorial « Ni griot servile, ni critique stérile ». Bien évidemment, vous savez que nous sommes dans la semaine de la célébration de la 27e journée internationale de la liberté de la presse. Et comme partout ailleurs, au Togo, l'OTM, qui est le tribunal des pairs, a procédé, n'est-ce pas, à la publication du rapport annuel sur l'état de santé, on va le dire, de la presse togolaise. C'est vrai que il y a eu des avancées qui ont été dénotées ici et là. On a également recensé quelques percées au niveau du classement annuel de Reporters sans frontières. C'est de bonnes choses. Mais dans l'ensemble, on va dire que le journaliste togolais ne vit pas trop bien. Ça, c'est une réalité. Du sommet jusqu'en bas. Nous en avons abondamment parlé hier. Justement, et il ne vit pas très bien. Mais on se rend compte, si vous analysez bien les choses, que quelque part, on se rend compte que c'est le statu quo est provoqué à dessein pour maintenir la presse dans cette précarité-là, peut-être pour mieux la contrôler. Et on le découvre au quotidien que face à cette situation assez complexe, le journaliste a donc se voit devant lui la possibilité de faire des choix. Et pour certains, peut-être louer les mérites qu'il ne fallait pas, ou à d'autres s'engager dans une lutte qu'il ne fallait pas. Et dans ces situations, on voit beaucoup plus, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit dans les colonnes de nos presses, beaucoup plus des porte-paroles, des chapelles politiques. Et on perd véritablement notre manteau de journaliste. Alors que l'éthique et la déontologie voudraient que chacun joue sa partition, c'est-à-dire que l'homme politique joue ce qui sait faire le mieux, la politique, et que le journaliste aussi, en tant que journaliste, se résume à son rôle. Et son rôle voudrait que le journaliste fasse un travail, ou du moins, soit, en tout cas, fasse des critiques, mais pas des critiques stériles, ou alors évite d'être un griot servile. Et c'est le fondement là que nous avons voulu rappeler à la corporation à travers notre éditorial, que la situation est certes complexe, mais que n'oublions pas l'éthique et la déontologie qui voudraient que nous travaillions en toute objectivité. Merci Magloire Teko Kenvi pour ce commentaire de votre éditorial intitulé « Ni griot servile, ni critique stérile », ce qui cadre avec le terme de la journée, le journalisme sans crainte ni complaisance. Michel Tchadja, notre travail c'est de relever les faits et agrémenté de commentaires, de critiques, pourquoi pas. Ah oui, je pense que c'est vrai que chaque 3 mai, l'OTM publie la fiche médicale de la presse, ce qui nous permet de nous regarder dans le miroir pour voir ce qui a été fait en bien, ce qui a été fait en mal, et ce que nous pouvons faire pour garantir la liberté de la presse, parce que il n'appartient pas seulement au pouvoir public de garantir la liberté de la presse. Nous aussi, nous avons le devoir de faire en sorte que chaque jour un peu plus que nous faisons comme travail, qu'à travers ce travail-là, que la liberté de la presse soit observée. Et vous savez que, Magloire le disait, la presse togolaise traverse des moments très difficiles.
quelqu'un l'a déjà dit, je ne vais pas le répéter, qu'il n'y a même pas de diable pour trouver la queue, pour tirer. Pour dire que c'est tellement difficile que chaque jour, quand on se réveille, on se pose la question comment la journée va se passer, parce que les moyens nous manquent cruellement, mais c'est à nous de nous organiser, parce que nous avons créé, c'est vrai, nos entreprises de presse pour les gérer, mais compte tenu de notre rôle dans la société, les pouvoirs publics ont le devoir de nous accompagner, et surtout par ces temps qui courent avec la crise sanitaire, les médias ont montré que à un moment donné, on peut compter sur nous. Et vraiment, il va falloir quand même le gouvernement. Vraiment, je suis sûr qu'ils sont à l'écoute, qu'ils fassent un effort pour accompagner substantiellement la presse dans cette période-là. Je ne veux pas parler de l'aide de l'État à la presse. Pas du tout. Ça n'a rien à faire avec un fonds spécial d'appui aux médias en ce temps de riposte au Covid-19. L'aide de l'État à la presse, c'est une garantie. Ça, on l'a. Même tant bien même nous luttons au quotidien pour que l'enveloppe soit rehaussée. Mais l'aide à la presse par rapport à la lutte contre la pandémie, nous ne l'avons pas encore. Et nous devons chaque jour essayer d'inciter le gouvernement. C'est des humains ils vivent, ils savent ce que nous vivons. C'est de nous accompagner d'une aide spéciale par rapport à la lutte contre la pandémie. Quand on ne nous parle pas de l'aide de l'État, parce que c'est un fonds spécial d'accompagnement de la presse dans la réponse au Covid-19. Mais l'aide de l'État à la presse, c'est une réalité. Depuis hier, le communiqué de la HAC circule. On peut consulter les médias qui sont éligibles pour l'aide de l'État à la presse. Ceux qui ont des réclamations ont jusqu'à aujourd'hui à le faire. Mais les heureux éligibles pourront déjà commencer à toucher leur pactole, leur chèque déjà demain à la HAC. Justement, Courrier de la République paru aujourd'hui publie une interview de Tchanyao, président du CONAP, qui se prononce entre autres sur l'aide de l'État à la presse. Et comme nous parlons tantôt du bulletin de santé de la presse togolaise, il y a toujours le confrère Courrier de la République qui publie le rapport de l'OTM sur l'état de la presse au Togo à consulter. Voilà, les vainqueurs aussi a publié ce rapport qui fait état des avancées réalisées, des recommandations formulées pour relever les défis qui se profilent à nous. Le Mati Chogbe? Oui, vous savez, quand on parle de la presse togolaise, c'est toujours avec un grand intérêt qu'on en débat. Mais souffrez que je ne puisse pas trop rentrer dans une polémique qui a lieu depuis quelques jours sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'aide et puis ou la subvention de l'État. Je pense que c'est une cuisine interne entre organisations de presse. Ceux qui aujourd'hui se plaisent à dire que voilà, faire le débat comme si ce sont eux qui ont réinventé la roue, qui ont institué la subvention. Moi, je laisse chacun face à son commentaire parce que l'histoire nous jugera. Nous savons tous comment nous sommes en train d'exercer ce métier. Sous le soleil comme sous la pluie, il y a des gens qui sont dans des studios jusqu'à 23h, minuit, qui reviennent tôt le matin à 5h, 6h. Je veux même pas parler des techniciens. Chacun fait le sacrifice qu'il se doit pour être plus professionnel. Et donc, moi, aujourd'hui, le défi principal qui se pose à nous, c'est le défi du professionnalisme. Et aujourd'hui, je crois quand même qu'il y a suffisamment d'indicateurs qui montrent que nous, en tant que professionnels de médias, nous devrons aller vers un plus grand professionnalisme. Et donc, c'est à cela que nous devons tendre et continuer le plaidoyer pour que, au niveau du gouvernement, la subvention soit aussi conséquente. En ce qui concerne l'état de la liberté de la presse, les différentes organisations de presse ont fait l'analyse l'analyse judicieuse qu'il faut. Reporters sans frontières a indiqué dans son nouveau classement que le Togo a fait des progressions. L'OTM a fait également un diagnostic de la situation. Le CONAP a également parlé de l'état de la liberté de la presse à l'aune des consultations, des diverses consultations qu'il a eu à faire. Et donc, je crois quand même que il y a quelque chose qui se fait sur le terrain, parce que moi, je n'ose pas comparer ce qui se fait ailleurs à nous. Nous sommes largement mieux que certains pays de la sous-région. Il faut le reconnaître. Je ne vais pas citer de noms, mais je vois des unes dans les pays quand on voyage, et je vois depuis Lomé les unes de certains confrères. Je ne vais pas citer de noms, mais c'est catastrophique. Et puis, écoutez, si ce truc-là est produit ou édité ici, ou ces journaux sont édités ici, on va nous traiter de tous les noms. Et donc, je salue tous les confrères qui, tant bien que mal, se battent avec les moyens de bord
pour pouvoir informer, sensibiliser et divertir l'opinion, et qui passent leur temps sur les radios à expliquer ou à débattre pour expliquer en fait le contenu de leurs journaux. Et félicitations à tous ces confrères, bon courage à nous tous. Merci. Ce travail d'information qui se révèle un travail d'utilité publique que nous faisons avec toutes les difficultés du moment, mais fiers quand même d'être journalistes ici au Togo. Maintenant, nous allons ouvrir la page d'un sujet qui fait mal, qui suscite beaucoup d'émotions, de passion, sujet sensible s'il en est, mais c'est l'actualité, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Il s'agit donc du corps du lieutenant-colonel Toussaint Bilata Majulba, qui commandait l'une des garnisons au corps d'élite de l'armée togolaise, le BI, qui aurait été retrouvé ensanglanté et inanimé, mort dans son bureau au petit matin du lundi 4 mai, alors que le même colonel Majouba était le 27 avril dernier au palais de la présidence. Il était encore le 3 mai à la prestation de serment du chef de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé entre le dimanche et au petit matin pour qu'on retrouve ce colonel qui était vraiment une force physique de la nature mort? Revue de presse avec Courrier de la République qui titre « Effroi et dégoût, l'assassinat du colonel Majulba Bitala dans son bureau ». Autre journal, voilà les vainqueurs, Michel, vous titrez « Les forces armées togolaises pleurent le colonel Majulba ». Oui, même au-delà des forces armées togolaises, c'est pratiquement le peuple togolais qui pleure ce vaillant officier des forces armées togolaises, parce que c'est monsieur, quand vous le voyez, même son physique est impressionnant. Et quand on l'a nommé à la tête de cette brigade, moi personnellement j'étais très content, parce que c'est quelqu'un dont le physique m'impressionnait, et de par ses qualités que certains de ses collègues parlent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait quelqu'un comme ça à la tête de cette unité d'élite, vous l'avez tantôt rappelé. Et c'est surprenant. Au départ, même le lundi matin, quand j'ai eu l'information, je pensais que, comme les réseaux sociaux, ça donne encore joie à des informations parfois inexactes. Je me suis dit que peut-être c'est quelqu'un qui plaisantait, avant de me rendre compte que c'était une réalité. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez le calme qui règne par rapport à ce dossier, vous aurez pu comprendre que c'est une affaire qui pèse vraiment sur les forces armées togolaises, parce que un officier de ce rang qu'on peut retrouver dans son bureau mort, assassiné, comme le disent certains, c'est vraiment, ça fait peur. Et vivement que vous savez, ce genre de situation, quand ça arrive, je suis au regret de le dire, peut-être nous les citoyens lambda, on n'aura jamais la vérité parce que c'est tellement stratégique que même si la vérité il y aura un jour, je ne pense pas qu'elle sera servie à tous les plats. Ça, il faut quand même vous attendre à ça, parce que c'est difficilement acceptable ce qui est arrivé. Et j'ai l'impression que c'est un coup que les forces armées ont pris par rapport à cet assassinat, parce que c'est un pion important. Parce que le corps de l'élite, la BI, c'est des gens, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit. Vous connaissez les qualités de ces éléments qui composent ce corps-là. Et si c'est leur tête qu'on coupe, mais allez-y comprendre que il y a quelque chose d'énigmatique. Sujet vraiment sensible. Maglo, votre journal Flambeau, vous titrez « Mort tragique du colonel Bitala Majulba, faire la lumière pour situer toutes les responsabilités ». Ah oui, c'est aujourd'hui ce à quoi s'attendent tous les Togolais. Il va falloir forcément, parce que là, c'est un Togolais qui a perdu la vie. Et Michel l'a dit, ce ne sont pas forcément les forces armées togolaises qui souffrent, n'est-ce pas,
de ce décès-là, c'est tout le pays. Hein? Et quand on apprend déjà ce matin qu'il y a des jeunes de sa localité descendent dans les rues pour exiger que toute la lumière soit faite sur le décès de leur frère, hein, jusqu'à même le préfet n'arrive pas à contenir la situation ce matin, c'est dire donc que c'est une situation qui choque tous les Togolais et il va falloir forcément, c'est vrai que il s'agit de la grande muette, on le dit certes, mais c'est une autorité, on va le dire ainsi, c'est une autorité de la République. Et même moi, je considère que le plus lambda de tous les citoyens togolais, lorsqu'il tombe dans ces conditions aussi obscures que celles-là, le peuple a droit à la vérité. Voyez la corpulence du monsieur, c'est pratiquement un mastodonte, hein? C'est une force de la nature. Et donc, ceux qui ont osé faire cela, je me dis, doivent en tout cas se préparer pour ça. Et ce qui amène beaucoup de gens à se poser des questions. Est-ce que c'est un règlement de compte? Comment est-ce que cela est arrivé? Voyez-vous, depuis un certain moment, on sait que le chef de l'État a amorcé des réformes, même au sein de l'armée, où on a procédé, n'est-ce pas, à des régions militaires au Togo, et il dirige d'ailleurs la première région militaire du Togo. Est-ce que c'est un poste sensible où il y a plusieurs, en tout cas, beaucoup convoitisent le poste? On ne sait pas. Mais quand on voit le monsieur en bonne forme, jusqu'à la dernière minute, on va le dire, parce qu'il était à la cérémonie de prestation du chef de l'État, juste après, ils se sont retrouvés entre officiers, hauts officiers du Togo, autour du chef de l'État, à lui faire allégeance. Il est revenu, d'après des informations de sources sûres, il a également dit qu'il a fait le tour de la ville de Lomé, le même dimanche, pour inspecter, n'est-ce pas, ces différents éléments en faction, en ville, et que c'est au retour à sa base qu'on le trouve mort au lendemain, au petit matin. Il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Vous savez, nous disons que c'est vrai, c'est un militaire, c'est un haut gradé de l'armée, mais il faut que toute la lumière soit faite pour que le peuple soit situé. Parce que, voyez-vous, il y a eu plusieurs cas comme cela, des commerçants qui ont été braqués, il y a eu mort d'hommes, des montants emportés, mais à ce jour, on nous a dit qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes, mais à ce jour, on ne connaît pas ni les tenants ni les aboutissants. Le procureur de la République, dans le cas d'espèce, nous a dit finalement qu'il y a une enquête qui est ouverte. Mais ça va être un peu, à mon humble avis, en tant que simple journaliste, quand j'analyse, parce que aux premières heures, quand les OPJ, les officiers de la police judiciaire s'étaient rendus sur les lieux, ils n'ont eu droit qu'à une simple reconstitution des faits, selon nos recoupements. C'est-à-dire que, selon ou comment ça se faisait normalement, pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui s'est passé, le corps n'était pas déjà sur place, était déjà à la morgue. Les officiers, en tout cas de la police judiciaire qui étaient là, ils ont fait leur constatation, mais sans le corps, c'est juste une reconstitution des faits. Donc, nous disons, ça va être compliqué, mais c'est en cela que les Togolais peuvent arriver à faire confiance également à l'autorité, parce que, comme nous le disons, quand un haut gradé de l'armée togolais tombe comme cela, toi, Sas Gaou, moi, simple citoyen lambda, ça voudra dire que nous ne sommes pas à l'abri. Et il faut situer l'opinion pour dire que voilà ce qui s'est passé, pour que les uns et les autres puissent savoir à ce à quoi s'en tenir. Depuis 4 jours, c'est l'émotion, l'émoi, l'effroi. Alors, est-ce qu'il y aurait certains malaises au sein de sa garnison, voire au sein même des forces armées togolaises? Le journal The Guardian titre aujourd'hui: ce crime cache-t-il un grand malaise au sein de l'armée togolaise? Bon, ce que nous, citoyens lambda, nous ne comprenons pas jusqu'à ce jour, ni les forces armées togolaises, ni le procureur de la République n'ont sorti aucun communiqué pour informer l'opinion. Or, par indiscrétion, nous apprenons que le procureur de la République s'est saisi de cette affaire. Il a pris une réquisition pour ordonner, pour diligenter une enquête que la police judiciaire fait. Nous apprenons même par indiscrétion que l'autopsie aurait été pratiquée sur le corps du colonel, mais on n'a pas encore les résultats officiellement. Mais ce que Magloire disait tantôt, ça a commencé à chauffer à Sioux, qui est la localité d'origine du colonel Madjouba, et depuis ce matin, nous apprenons avec des images vidéo à l'appui que une bonne partie de la population, que les témoins oculaires estiment à au moins 2000 personnes,
Ils ont parcouru la distance à pied de Sioux à Niamtougou, soit environ 12 km. Ils sont allés chez le préfet pour demander toute la lumière sur la subite et des tragiques disparitions de leurs frères. Et l'homme? Vous savez, ce sujet, depuis le début de semaine, je m'abstiens de mettre un mot dessus, parce que c'est extrêmement sensible. Et quand, dans une unité d'élite, le chef-corps disparaît aussi mystérieusement, il y a de quoi se poser des questions. Quand, dans un pays, l'armée même n'est pas en sécurité, c'est tout le pays qui n'est pas en sécurité. Il ne faut même pas parler de nous civils. Parce que c'est les forces de défense et de sécurité qui sont censées défendre l'intégrité du territoire. Et quand, dans l'armée même, il y a de ce genre de choses qui se passent, ça voudra dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas tout à fait en sécurité. À part ce décès tragique qui continue de susciter de l'émoi et qui rend triste tout le pays, vous savez, à part ça, je pense qu'on a appris que la mère du défunt serait décédée également, quelques semaines avant. Et sa sœur également serait décédée, et 3 décès en l'espace de 3 semaines. Dans la seule et même famille Madjoulba. Dans la seule et même famille, c'est les informations que nous avons eues. Je pense que la situation est suffisamment grave, parce que cette famille aujourd'hui pleure 3 décès de ses fils, 3 de ses membres, et ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, vous savez, en parlant de ce sujet, c'est des frissons qui doivent traverser tout un chacun, parce que en l'espace de 3 semaines, on ne peut pas avoir 3 décès dans une même famille, et surtout que le 3e décès est un décès tragique. Retrouver le chef-corps d'une unité d'élite mort dans son bureau comme ça, je crois quand même qu'il y a des questions à se poser. Et je pense que depuis lundi, mardi, selon les informations que nous avons obtenues, il y aurait des éléments d'enquête qui seraient disponibles déjà par rapport à la gravité de la situation. Un premier rapport serait disponible au sein de l'armée. Mais comme Michel l'a dit, ce ne sont pas des éléments à communiquer à tout le monde. C'est des éléments d'abord qui sont des éléments appartenant à la grande muette, entre guillemets, comme on l'appelle. Et je ne crois pas qu'ils vont faire une conférence de presse pour communiquer cela. Ce n'est pas des éléments d'enquête qui seront disponibles, mis à la disposition de l'ensemble des Togolais. Toutefois, je crois qu'il serait souhaitable que le procureur ou la justice togolaise puisse mettre un petit mot sur cette situation-là, même ne serait-ce que pour informer officiellement de ce qui se passe. Parce que, vous savez, la situation actuelle, telle que ça se présente aussi, si les gens n'ont pas d'informations, ce n'est pas bien. Parce que se taire voudra dire aussi que peut-être au niveau de l'autorité, on n'est pas suffisamment conscient de la situation. Ou bien qu'on cacherait quelque chose. Ou qu'on cacherait quelque chose, d'où la manifestation spontanée de ce matin, vous comprenez. Parce que les gens ne voient personne, les gens n'entendent personne, les gens n'ont pas d'informations, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas qu'est-ce qui se fait en amont. On n'a dépêché aucune délégation de Lomé vers la préfecture de Niamtougou pour discuter avec les gens. Et donc, si ça manque, vous constatez que, bon, véritablement, il faut prendre des dispositions. Vous voyez que déjà, nous sommes en temps de Covid-19. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas plus de rassemblement de 15 personnes. Aujourd'hui, ce matin, on a vu autour de 2000 personnes qui marchent à pied de Sioux jusqu'à Niamtougou pour aller chercher à savoir auprès du préfet de Niamtougou. Vous voyez tout ce que ça crée. Déjà, non seulement on est dans une crise sanitaire, mais des gens font encore des manifestations. Et donc, il faut que l'autorité prévienne ce qui se passe. C'est-à-dire, il faut envoyer une délégation, discuter avec les gens pour leur dire ce qui se fait par rapport à ce décès tragique. Merci. Moi-même qui ai perdu, qui ai enterré ma grande sœur le samedi dernier, je sais tout le deuil qui frappe la famille Madjoulba, et toutes nos condoléances à cette famille Madjoulba, aux forces armées togolaises, et particulièrement à un Jerry Komandega Tama, qui se trouve également être de Sioux, qui a perdu un frère et un frère d'armes. Soit bien passant, Tama Jerry, qui a publié un petit texte à la mémoire de Madjoulba. C'était très bien écrit, Jerry Tama. Michel, on finit avec vous sur le sujet. Et l'homme le disait, ce qui se passe aujourd'hui avec ce décès, c'est que généralement, nous, la population civile, nous sommes protégés par les forces de sécurité.
Et avant même que les forces de sécurité ne nous protègent, il va falloir qu'elles-mêmes soient en sécurité. On se rend compte que, avec ce qui s'est passé, ça veut dire que ceux qui même doivent assurer notre sécurité ne sont pas en sécurité. Et c'est vraiment inquiétant. Et c'est inquiétant. C'est ça qui fait la peur. C'est-à-dire, le camp Fil, ou si c'est pas maintenant qu'on a commencé à clôturer, c'est un camp ouvert. C'est-à-dire, c'est un camp ouvert depuis sa création, mais personne n'y entre. C'est-à-dire, c'est difficile d'avoir accès à ce camp-là. Parce que c'est un camp vraiment d'une stratégie extrême. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même ceux qui se conforment là-bas, mais ce n'est pas n'importe qui. Et donc, un camp inaccessible, comme ça, et qu'on nous dise que le patron, celui qui est à la tête du camp, a été assassiné de cette façon, je comprends pourquoi les populations des Sioux sont obligées d'être dans la rue. Parce que ça fait tellement mal de perdre un frère de ce niveau ou bien de cette valeur-là. Dieu ne donne pas tout le monde à tout moment. Et donc, il faut quand même faire en sorte que, et je le répète, quand même on ne voudra pas que la vérité, parce que ceux qui connaissent les armées, ce n'est pas notre armée seule, savent que, stratégiquement parlant, il y a des informations qui seront difficilement accessibles à tout le monde. Et donc, aujourd'hui, revient aux autorités de prendre la mesure de la chose et peut-être commencer à calmer nos frères et sœurs du canton des Sioux, de la préfecture de Dufalgou, et faire en sorte qu'au niveau de l'opinion nationale, il faut qu'on rassure les Togolais que nous ne sommes pas en insécurité. Parce que avec ce qui s'est passé le lundi ou le dimanche nuit, aujourd'hui, il faut quand même comprendre que beaucoup de Togolais s'interrogent. Quelle sera la suite? Merci. Nous posons des questions vivement que les forces armées togolaises, le ministère de la Défense nationale nous situe sur les circonstances de la mort de cet officier, également les suites de l'enquête judiciaire, qu'il repose en paix, que Dieu pense les douleurs à sa famille, son épouse, ses enfants et ses neveux. Maintenant, revenons au chef de l'État qui a inauguré son 4e mandat depuis le dimanche dernier. C'était au palais de la présidence au cours de cette séance exceptionnelle organisée par le président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême qui se retrouve toujours Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle qui se retrouve toujours dans cette polémique avec sa sortie après le serment. Le journal Le Panafricain écrit encore aujourd'hui le mandat de trop de Faure Gnassingbé qui prépare toutes les dérives, et puis le prince et son griot sur scène, c'est ce que titre Le Panafricain. Et The Guardian, lui, écrit « Quand Abdou Assouma verse dans un griotisme spectacle ». Mais nous allons plutôt à l'essentiel avec ce qui attend l'ancien nouveau président, Faure Gnassingbé. Et le Courrier de la République écrit, lui, « Nouveau quinquennat, nouveau départ, décryptage de tous les enjeux de ce nouveau mandat ». Et Front des démocrates, Magloire, vous écrivez au travail, ici et maintenant, c'est l'exhortation à l'endroit du chef de l'État. Bien évidemment, au travail, ici et maintenant, au travail parce que nous avons pris au mot le chef de l'État lui-même, qui au soir donc de la proclamation définitive des résultats a dit il est grand temps donc que lui et tous ses collaborateurs qui constituent l'exécutif togolais se mettent rapidement au travail. Et donc nous l'avons pris au mot et nous disons que le travail
que Faure Gnassingbé et ses collaborateurs qui forment l'exécutif national devraient se mettre à faire. Ce travail, il est varié. Et nous voyons par rapport à son programme qu'il a soumis, n'est-ce pas, à l'appréciation des électeurs dans le cadre de la présidentielle du 22 février dernier, le chef de l'État a promis beaucoup de choses. Quand vous voyez que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, il a promis beaucoup de choses. Et nous disons, quand vous voyez tout ça, le nœud de ce grand chantier quinquennal est véritablement le PND. Et le PND, c'est beaucoup de projets, des investisseurs derrière, des emplois, on parle de 500 000 emplois directs et indirects, des projets qui y vont. Et nous disons que c'est de la nécessité pour le chef de l'État de se tailler, n'est-ce pas, des collaborateurs à profil rassurant. C'est-à-dire, du Premier ministre au secrétaire d'État, ils doivent avoir un profil qui rassure les investisseurs. Voyez-vous, et nous, quand vous voyez un peu les 15 ans de gestion de Faure Gnassingbé, il y a eu, n'est-ce pas, de ces gestions chaotiques qui ont été dénoncées aussi bien par la presse que des organisations de la société civile. Mais en ces jours, rien n'a été fait, peut-être officiellement, pour nous prouver que oui, on a eu, le chef de l'État a eu à sévir. Michel aime annoncer, en tout cas utiliser un mot qui me va très bien, il parle toujours des délinquants financiers. On a beaucoup de ce type-là au Togo, mais autour du chef de l'État, malheureusement. Et quand on critique ces gens-là par rapport à leur gestion, on les saute de là 2 jours, 3 jours après. Ils réapparaissent en tant que conseillers du chef de l'État. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut le dire. Soit vous voulez sévir et vous sévissez, soit vous voulez faire de la complaisance et c'est votre image qui en dépend. Non, c'est pas moi. Hein. Oui, je parle. C'est le chef de l'État. Je parle du premier patron. Parce que le ministre qui détourne les projets et les fonds, ce n'est pas lui qu'on va juger, c'est le chef de l'État. C'est pour cela que nous disons que cette fois-ci, d'abord, que la justice fasse son travail pour préciser, en tout cas pour situer le chef de l'État lui-même et les citoyens, que ceux qui ont commis de ces graves, en tout cas de ces gestions chaotiques-là, que les geôles leur soient ouvertes et que les griots soient mis au repos. Parce que il s'agit de choses sérieuses. Les plaisantins, on va les mettre dans ce panier-là, doivent se retrouver dans leur coin. C'est-à-dire les délinquants financiers en prison et les griots de côté parce qu'ils n'apportent rien de concret. Mais il se fait que notre Premier ministre, par exemple, c'est un griot exceptionnel. Ah oui, sous, comment vous l'appelez ça, la formule magique, sur instruction ferme du chef de l'État. Mais moi je dis, au moins ça, nous avons un ministre comme Trimoa Christian qui a eu à dire officiellement que les ministres qui s'adonnent à cette formule-là, c'est des paresseux. Que si le chef de l'État les nomme, c'est parce qu'ils croient en leur capacité de réaliser, en tout cas de conduire, en tout cas de relever le défi qui les attend, et il met les moyens à leur disposition. Et donc nous disons aujourd'hui le PND c'est beaucoup de projets, beaucoup d'investisseurs. Il faut que du Premier ministre jusqu'au ministre d'État qui vont arriver bientôt, qu'ils aient un profil rassurant. Merci. Il y a 2 semaines. Au final, que ça soit le Togo seul qui gagne. Merci. Il y a 2 semaines, nous avions le ministre Gilbert Bara qui était assis à votre place, qui disait également que ce n'était vraiment pas indispensable qu'un ministre se réfugie toujours sous le parapluie du chef de l'État pour ses actions. Alors justement, c'est une tradition. Maintenant qu'il a prêté serment, il va devoir procéder à la nomination d'un nouveau Premier ministre, enfin, à moins qu'il choisisse de reconduire celui qui est en place, et nommer un nouveau gouvernement. Et Michel Tchadja, vous lui indiquez une piste quand voilà le vainqueur écrit vers la formation d'un nouveau gouvernement. Retraité indéboulonnable et intérimaire interminable, Faure Gnassingbé face au défi du renforcement de l'autorité de l'État. Justement, il va falloir le rappeler cela à tout instant. Parce que, figurez-vous, Magua le disait, au travail maintenant, Monsieur le Président, c'est vrai que au cours de la campagne, il a esquissé un peu l'idée qu'il a de notre pays et ce qu'il a envie de faire.
Mais maintenant que Covid-19 est arrivé pour gâcher la fête, je pense qu'il va falloir qu'ils repensent les stratégies de gestion du pays. C'est pourquoi nous l'avons écrit ce matin. Mais par rapport aux retraités indéboulonnables dont nous parlons avec les intérims interminables, nous l'avons toujours dit, mais nous avons trouvé nécessaire de revenir sur ça. Parce que j'estime que c'est inconcevable que quelqu'un puisse faire 5 ans d'intérim. Ça n'a pas de sens. Le directeur lui-même est où? Et que quelqu'un soit intérim pendant 5 ans. Et que quelqu'un parte à la retraite, qu'il fasse 10, 15 ans encore. Alors que nous sommes plus de 7 millions de Togolais avec des compétences diverses. On veut nous dire quoi par là? Que des gens partent à la retraite, qui ne quittent pas leur poste, qui menacent même des gens. Dans une république, ça ne doit pas exister. Je me dis que Magloire, Flamand de démocrate l'a dit. Je pense que Faure Gnassingbé est conscient avec ce qui est arrivé à en tout cas au monde entier et à notre pays avec le Covid-19, que la gestion des affaires publiques ne doit pas être comme avant. Il faut changer le fusil d'épaule et comprendre qu'on ne peut plus continuer avec les ministres j'ai la confiance du chef de l'État. Les ministres j'ai la confiance du chef de l'État, ça doit disparaître. Il faut que nous arrivions à voir à la tête du pays des ministres missionnaires qui sont là pour servir non seulement le chef de l'État, mais le peuple togolais. C'est vrai, c'est le chef de l'État, celle qui est élu. Et là, ceux qui viendront, peut-être nous aurons le temps d'en débattre dans la semaine à venir, ceux qui viendront là, ils doivent comprendre que, au-delà du chef de l'État, ils servent un peuple. Des ministres d'une arrogance extrême. Des ministres qui n'ont même pas des jours d'audience. Mais ils sont là pour le peuple. Après tout, on vous dira, j'ai la confiance du chef de l'État. Non, ça doit cesser. Parce que les problèmes sont réels. Avec le Covid, les problèmes sont réels. Vous allez voir les prochains mois. Peut-être certains ont des petites économies, ils peuvent glaner pour le moment. Le dur, c'est devant. Et il faut des gens capables. Tu l'as dit, la citation du début là. Tu l'as dit. Quand c'est dur, c'est que... N'ayez pas peur des moments difficiles, le meilleur naît de là. Ouais, que les femmes excusent, elles ont l'habitude de dire quand c'est dur, c'est que ça va être bon. Enfin, les femmes apprécieront. Oui, mais quand c'est dur, on le dit souvent, les durs avancent et les résultats seront vraiment spectaculaires. Le Togo va s'en sortir, le chef de l'État lui-même l'a dit. Et pour s'en sortir, nous allons revenir sur ses collaborateurs qu'il va s'attacher dans les prochaines semaines. Nous n'aurons pas de complaisance. Notre métier nous le recommande. Ni crainte, ni complaisance. Parce que le Togo, nous l'avons en partage. C'est pas pour quelqu'un seul. Merci. Et merci, Elamati Tchogbe. Faure Gnassingbé inaugure son 4e mandat dans des conditions qui n'étaient déjà pas très favorables et qui se retrouvent compliquées par la pandémie du Covid-19. Ça, c'est sur le terrain socio-économique, alors que sur le terrain politique, ses adversaires politiques ne le portent pas trop dans leur cœur. Il va falloir peut-être qu'il arrive à convaincre tout ce beau monde-là que ce mandat vraiment sera un mandat de consolidation du bien, de l'utile. C'est le plus important. Vous savez, à chaque élection, à la veille de la formation de chaque gouvernement, on se retrouve ici, on fait des commentaires. On souhaite que le gouvernement qui sera formé soit un gouvernement de compétents. Mais quand on forme le gouvernement, on se rend compte que c'est des gens, ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Regarde cela, 3, 4, 5 ans, on les ramène et on fait des jeux de chaises musicales et puis on avance. Et bon, pour ce gouvernement, le gouvernement du 4e quinquennat, je pense qu'il va falloir qu'on puisse véritablement faire une certaine réforme. C'est vrai que bon, il y a des journaux qui annoncent qu'il n'y aura pas de grandes surprises, mais on attend de voir. De toutes les façons, ce gouvernement, il va falloir qu'on puisse véritablement ouvrir les yeux. Parce que on est en pleine crise sanitaire et on a vu
dans ce gouvernement, les limites du ministre de la Santé, par exemple, dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire, c'est des exemples palpables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire, en tout cas moi on ne peut pas me convaincre du contraire, parce que tout le monde constate ce que chaque ministre est en train de faire par rapport aux dispositions prises par le président de la République en ce qui concerne la lutte contre le nouveau coronavirus. Maintenant, il faut également que le gouvernement donne des orientations stratégiques en ce qui concerne la relance de l'économie. Le PND 2022, on veut créer 500 000 emplois, comme Magloire l'a dit, le document est là. Mais si déjà 100 000 emplois sont menacés en pleine crise sanitaire, on ne pourra pas créer 500 000 emplois d'ici 2022. Ça voudra dire que les 100 000 emplois menacés vont s'ajouter aux 500 000, ça va faire 600 000. Donc, il y a aussi une façon de dire que, c'est-à-dire qu'on veut que le gouvernement qui sera formé dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, reflète en fait la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'après-Covid-19. Ça, c'est très important. Parce que les entreprises ou le secteur privé aussi a des attentes à combler. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est le secteur privé qui va financer le PND. C'est ce que le président de la République a dit. En majorité, le financement viendra du secteur privé. Mais aujourd'hui, c'est le secteur privé qui est touché, fragilisé par la crise sanitaire. Et il faut qu'au niveau du gouvernement, on prenne d'ores et déjà des mesures pour arrêter l'hémorragie. Parce que, écoutez, il y a des gens, des entreprises qui ne crient pas sur tous les toits, mais qui subissent de façon grave cette crise sanitaire. Et il y a des gens qui sont en congé technique, il y a dans des structures où ça ne va pas comme ça devrait y aller, mais derrière, on ne sent pas véritablement l'accompagnement du gouvernement. Il va falloir qu'on puisse aussi en parler. Il va falloir qu'au niveau du gouvernement, on puisse, dans le cadre de la concertation gouvernement, secteur privé, revoir ces mesures-là et voir dans quelles conditions le secteur privé peut véritablement... Merci, je le disais, notre situation économique n'était déjà pas des plus florissantes. Et voilà que le Covid vient de s'inviter et voilà les vainqueurs écrits ce matin. Faure Gnassingbé obligé de repenser sa gestion du pays à cause du Covid-19 avec l'espoir que les ministres indéboulonnables et les intérimaires interminables ne figurent plus dans le prochain gouvernement. On va faire un petit retour sur le pauvre colonel Madjoulba. Je rappelle que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de réaction officielle ni des forces armées togolaises, ni du ministère de la Défense nationale, dont le ministre est Faure Gnassingbé, nous informant de la disparition du colonel Madjoulba. Or, il semble que depuis le 5 mai, le chef de l'État, ministre de la Défense, a procédé à son remplacement. Michel. Oui, c'est le lieutenant-colonel Atafay Tchangani qui prend la tête donc du premier BI. Et c'est ce que nous apprenons à l'instant même. Donc depuis le colonel Madjoulba a été trouvé mort dans son bureau le 4 et déjà le 5, le ministre de la Défense, chef de l'État, a procédé à sa nomination. Alors on n'informe pas de la disparition du défunt, mais on procède quand même à la nomination de son successeur. Voilà, c'est ce que je disais. Peut-être on ne va pas dire que pour le moment, ils ne font rien dans le sens d'informer les gens. Peut-être qu'ils sont en train de faire les recoupements, les enquêtes nécessaires avant de... Mais dans ce cas, il faut quand même informer que Madjoulba est mort avant de procéder à la nomination de son successeur. Mais je réitère ce que j'ai dit au début ici, que quand il s'agit des armées, des forces armées, la parole n'est pas libérée comme ça. Il faut tenir compte, ce n'est pas une société civile, c'est les armées, ça a été... C'est pas ici seul. Peut-être qu'ils sont en train de s'organiser. Je ne les défends pas, mais c'est comme ça. J'ai une façon de voir comment les armées fonctionnent. Merci. C'est comme ça. Maintenant, on nous dit qu'il y a un remplaçant, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé avec le défunt. Peut-être que dans les prochains jours, on verra. Le lieutenant-colonel Atafay Tchangani, qui a été nommé depuis le 5 mai à la tête du BI. En remplacement du pauvre, du malheureux Madjoulba. Avant sa nomination à la tête du BIR, Atafay Tchangani
était le commandant des surveillants de l'administration pénitentiaire. Bon, Voilà. Ce que tu dis ça, ce que tu dis par rapport à la communication. En fait, ce n'est pas que on voudrait déjà les éléments de l'enquête, mais il faudrait ne serait-ce que informer et présenter les condoléances aux familles éplorées. C'est pas que peut-être bon, que on veut des éléments. On l'avait fait, comme tu le dis, peut-être ça aurait empêché peut-être nos frères et sœurs de c'est ce que je disais tantôt. Dans les rues. C'est ce que je disais tantôt, qu'il faut anticiper. Il ne faut pas rester bras croisés parce que j'ai comme l'impression que déjà communiquer, c'est pas le fort. Voilà. C'est pas le fort du président de la République qui est le chef des armées. C'est pas son fort. Bon, à côté de lui, il faut déléguer le porte-parole du gouvernement ou quelqu'un qui va porter la parole du gouvernement. Donc, communiquer n'est pas le fort de fort. Oui, chacun saura écrire son fort. Justement, pour appuyer et l'homme dans son développement, moi je me dis, à l'heure actuelle, nous sommes quand même au 21e siècle où il faut véritablement mettre ce qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire aujourd'hui en termes de gestion d'un pays sans la communication. Par exemple, sur le cas du décès du colonel Madjoulba, on ne dit pas d'aller au fond du dossier, mais de façon factuelle, présenter la situation telle et on verra avec les enquêtes ce qui en sera de la suite. Par exemple, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en studio ici, mais on sait déjà qu'il y a le remplaçant du défunt, sans qu'on informe au préalable qu'il y a eu mort de celui qui était à ce poste. Donc, je comprends que les gens n'ont pas vraiment ce côté fort de communiquer, mais il le faut. Par exemple, ça rejoint. Il y a quelques jours, le Togo avait perdu un grand homme, Edem Kodjo, que tout le monde connaît, 2 fois Premier ministre du Togo, ancien secrétaire général de l'OUA, mais le gouvernement togolais a mis 4, 5 ou 6 jours pour communiquer autour. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et donc, c'est vraiment un défaut qu'il va falloir corriger dans les prochains jours. Et justement, pour terminer un peu la parenthèse du profil du nouveau gouvernement dont on parlait, moi, personnellement, je voudrais, pour une fois, voir à des postes ministériels des gens qui se connaissent en la matière. Par exemple, je veux plus voir un avocat, par exemple, au ministère de l'urbanisme, comme au temps de maître Cécénou. Il s'est débrouillé comme il pouvait, mais ce n'était pas son monde. Le cas du ministre de la Santé actuel, lui, c'est un cas exceptionnel, extraordinaire. On a l'impression qu'il est un étranger carrément dans son monde là-bas, alors qu'il est du domaine. Et donc, lui, c'est un cas particulier. Mais je voudrais qu'on nomme des ministres qui se reconnaissent dans leur poste, c'est-à-dire que techniciens. Comme ça, vous avez un droit de regard critique et objectif sur ce qui se fait. C'est vrai qu'un ministère, un cabinet, c'est un ensemble de tout. Il y a le directeur de cabinet, les techniciens et tout, et que le ministre est l'autorité suprême là-bas qui jette un coup d'œil et tout. Mais vous devez comprendre ce qui se fait. Si vous ne comprenez pas le langage qu'on parle, on peut, parce que c'est vous qui rendez compte au chef de l'État. Mais si vos subalternes ne vous aiment pas, ils peuvent mettre un truc que vous ne comprenez pas et paf, c'est vous qui partez. Merci. Et donc, gageons que Faure Gnassingbé sera vraiment bien inspiré pour former un gouvernement. Magua parle d'un ministre, en tout cas fictif, futur ministre. Mais avant de parler d'un ministre, il faut parler du Premier ministre. Oui, on n'a pas encore nommé, on ne sait pas pourquoi jusqu'à présent lui ne rend pas son tablier. Parce que le dimanche soir, déjà, il devait aller remettre sa démission. On ne comprend pas. Les jours passent et c'est silence. Et la Constitution est claire là-dessus. Et après, il doit, après l'élection présidentielle, le Premier ministre doit rendre son tablier avec... C'est une tradition. C'est en principe, dès le jour de la prestation de serment, Faure Gnassingbé aurait dû obtenir la démission de son gouvernement. Du Premier ministre et celle du gouvernement en même temps. Mais ça traîne, on ne comprend pas pourquoi. Voilà, on va terminer avec la pandémie du coronavirus avec la riposte. Les chiffres officiellement... Hier, c'était 128 contaminations avérées, avec encore une fois les 9 décès et 74, si je ne me trompe, guérisons. Le reste était en sous-traitement au CHR. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler autour, notamment l'aspect socio-économique. Ces 2 derniers jours, le ministre des Finances
avec le directeur national de la BCEAO, ils ont rencontré les banquiers et les dirigeants des systèmes financiers décentralisés que nous appelons communément microfinance. Il faut déjà penser à la vie du pays quand on aura triomphé du coronavirus. Et l'association des grandes entreprises du Togo s'annonce déjà pour jouer leur partition. Est-ce que vous écrivez, Elemati Chokbe? Oui, ils ont envoyé mercredi un document diagnostic de la situation au gouvernement, un document qui devrait servir de canevas selon ce que propose l'AGET pour sortir de la crise, soutenir l'économie et sauvegarder les emplois, parce que quoi qu'on dise, les grandes entreprises sont préoccupées par la situation depuis le début de la crise sanitaire, et elles ont manifesté plutôt leur soutien au gouvernement, aux couches sociales, et continuent de contribuer par leurs divers apports à lutter contre le Covid-19. Donc c'est dans ce cadre aussi qu'ils ont envoyé ce document diagnostic où la situation a été présentée par secteur d'activité. Vous voyez déjà, quand vous lisez le document, vous constatez qu'au niveau de l'hôtellerie, la situation n'est pas rose. 70% hôtellerie, restauration, et puis au niveau des compagnies aériennes, 70 à 80% de baisse d'activité. Au niveau de l'agroalimentaire, où il n'y a pas aujourd'hui une grande crise, mais la GET dit qu'il y aura une crise dans les prochaines semaines à cause de la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Et il y a d'autres secteurs qui sont gravement touchés par cette crise sanitaire et que vous constatez dans le document. Mais au-delà de tout, ce sont les mesures souhaitées par la GET qui sont des mesures salutaires, notamment des mesures au plan financier, douanier et fiscal, en ce qui concerne les PME, PMI, où elles ont demandé la suppression de la patente au niveau de l'Office togolais des recettes, le gel ou le report de plusieurs redressements fiscaux en cours, et également au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, ils ont demandé qu'elle aille au-delà de la suppression des pénalités. Et je pense quand même qu'il y a beaucoup de recommandations et de propositions qui doivent faire l'objet justement de discussions entre le gouvernement et le secteur privé, parce que ce n'est pas seul la GET qui a fait des propositions de sortie de crise. Il y a aussi d'autres structures patronales qui également ont contribué par leur réflexion à la sortie de crise. Donc il faut aujourd'hui associer toutes ces organisations patronales pour qu'on puisse ensemble voir comment soutenir le secteur privé sortir de la crise. Parce que quoi qu'on dise, déjà avec cette crise, le taux de chômage va monter, puisque les gens sont en congé technique. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Aux États-Unis, selon les derniers chiffres que moi j'ai lus hier, 20 millions d'emplois sont déjà perdus. Et vous comprenez que la situation n'est pas tout à fait rose dans le monde. Et donc, si de grandes puissances comme les États-Unis perdent 20 millions d'emplois dans cette crise, nous qui sommes une économie fragile, vous constatez à peu près combien nous pouvons perdre. Et donc, il y a aujourd'hui une réelle nécessité de pouvoir discuter véritablement avec ceux qui créent la richesse. Et ceux qui créent la richesse, c'est le secteur privé. Et demain, après Covid-19, ceux qui continueront de créer la richesse, c'est le secteur privé, ce n'est pas le public. Et donc, aujourd'hui, la nécessité, c'est de penser véritablement à l'après-Covid-19 et voir comment sauvegarder tout de suite les emplois et comment investir pour relancer l'économie nationale. Voilà, on a parlé du PND qui est déjà en souffrance, l'économie qu'il faudra relancer quand on sera sorti du Covid. Parce que déjà, au cours des 2 rencontres que le ministre des Finances, Sani Yaya, a eu avec les banquiers et la microfinance, on apprend que beaucoup de personnes vont retirer leur argent auprès des banques et microfinance, mais très peu prennent des crédits. Or, c'est pas les crédits qu'il faut relancer l'économie. Et dans la société, on apprend déjà, et c'est peut-être vrai chez vous aussi, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà du mal à payer leur personnel. Ils mettent une partie en chômage technique. Il va falloir vraiment que on s'arme pour survivre à ce Covid-19. Et si on veut en sortir, encore une fois, il va falloir que nous continuions à observer les mesures barrières, porter les bavettes, les masques, comme nous le faisons ici à Canal FM depuis. Et quand on sort et qu'on rencontre des gens, dès qu'on rentre, on se lave proprement les mains, ou carrément se laver le soir quand on rentre. Et observer encore la distance sociale, au moins 1 mètre les uns à l'endroit des autres. Et également éviter autant que possible les déplacements
d'une zone à une autre, d'une préfecture à une autre, et surtout que les frontières soient bien surveillées pour que la mésaventure qui est arrivée à nos compatriotes de Djarpanga ne se répète. Et il est déjà midi, juste le temps de souffler un peu, puis nous nous ouvrons sur vous, chers amis auditeurs, sur les deux numéros 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. On a débattu de la liberté de presse ici au Togo. On a parlé de la tragique disparition du colonel Madjoulba et on a parlé également de la prestation de serment du chef de l'État pour son 4e mandat et on a terminé avec les contours socio-économiques de la riposte au Covid-19. Eh bien, sur vous, sur l'un ou l'autre sujet débattu aujourd'hui au Club de la Presse, la technique maintenant, déjà quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, c'est monsieur Patrick. Patrick, oui, nous vous écoutons. Voilà. Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances. Depuis lundi, j'ai tenté, mais difficilement, je ne suis pas rentré en ligne. Quoi. Voilà. Maintenant, pour revenir, surtout pour la question du décès de l'officier, là. Oui. Franchement, si vous allez au camp Bire présentement, je pense qu'il y a 3 barrières à l'entrée. C'est-à-dire, vous franchissez d'abord 3 barrières avant d'arriver au fait au four de commandement. On ne peut pas comprendre un cas comme les journalistes l'ont exprimé tout à l'heure, un cas comme ça, dire qu'on est allé assassiner un officier, c'est un peu dommage. S'il n'y a pas d'éclaircissement, moi je crains dans l'avenir. Parce qu'on en a trop dans ce pays. Il va falloir que les autorités nous éclaircissent. Pourquoi le monsieur, vous voyez, 2000, comme vous venez de le dire, déjà, si vous manifestez, il y a cette pandémie-là aussi qui sévit. Vraiment, il doit vous revoir le ministre de la communication. Ça donne quelque chose. Mais je sais que l'ordre aussi doit venir du haut avant que le monsieur le parle. Mais franchement, cette fois-ci, il y a un éclaircissement pour cette affaire-là. Secondo, s'il vous plaît, revenir au niveau de la maladie aussi. Parce que les gens pensent qu'il y a un assouplissement, ce n'est pas encore la fin. Il va falloir qu'on respecte les mesures. Mais, quand on dit que vraiment à l'ONU, ça va un peu, c'est pas encore fini. Mais c'est maintenant le grand travail va commencer. On doit respecter les mesures barrières. Ça, merci. Gardez toujours la vigilance, respecter les mesures barrières. Merci beaucoup. J'espère que les autorités au plus haut niveau appréhendent à juste titre les suites, les circonstances de la mort du colonel Madjoulba. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Et c'est Sylvain. Sylvain, oui. Oui, je voudrais aussi apporter un plus à mon prédécesseur là. Franchement, c'est une vie. On parle d'une vie ici. Et c'est un truc qu'on ne devait pas badiner là-dessus. Et je sais pas, il paraît que le procureur a fait un communiqué qu'ils ont trouvé une balle dans le corps du... Enfin, nous n'avons pas connaissance d'un communiqué du procureur, mais par indiscrétion, nous apprenons que une autopsie a été faite autour du corps, mais on n'a pas les résultats officiellement, c'est pourquoi nous n'en parlons pas. D'accord, et puis c'est dans un camp. Ça arrive à un bois vert. Et nous, qui sommes bois secs, il faut que les autorités fassent attention pour ce sujet, parce que c'est un sujet vraiment très, très sensible. Et puis pour le truc là, le gouvernement, le Premier ministre ne veut pas partir. Il ne veut pas partir, c'est pourquoi il n'a pas présenté sa démission au chef de l'État. Je ne sais pas si c'est lui qui ne veut pas partir ou bien on lui demande de rester encore un moment. Il ne veut pas partir. Ils sont tous comme ça. Merci beaucoup. Moi, je suis Saint Thomas. Pour le gouvernement, moi je suis Saint Thomas. Mais Jésus a dit à Saint Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu, Sylvain. Mais oui, mais moi je suis Saint Thomas. Okay. Quand arrive à un niveau là, il faut être Saint Thomas. Merci beaucoup, c'est votre liberté. Déjà le 3e en ligne, bonjour. Allô, bonjour l'ami en ligne. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour ça. C'est monsieur? Monsieur Gérard. Gérard. Oui. Ok, nous vous écoutons. Moi je voudrais aller un peu sur le développement du pays, peut-être après coronavirus. Ma remarque, c'est que la plupart des grands pays, tout commence au niveau de la fin des études, des hautes études, la recherche. Maintenant, je voudrais que chaque fois qu'il y aura peut-être la présence, c'est-à-dire la finition des études, la prestation des thèses, il faut que les journalistes
aille à chaque fois constater ce que développent nos étudiants en fin d'études, pour que, en fin de compte, on sait sur quelle base le pays doit démarrer. C'est ce qui se passe dans les gros pays. Donc, on pille dans tous les startups. C'est dans ce cas que je vous ai intervenu un peu. Bon, par rapport à ce qui s'est passé au colonel, moi j'ai constaté que nous allons souvent vite en besogne. Les critiques nous fusent de tout part. Nous savons que le président ne communique pas. Nous le savons déjà depuis. Mais si on en vient chaque fois, des fois aussi la personne, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Tout ça là aussi agit. Aidons un peu aussi le président. Merci. Je vous en prie. Au suivant déjà, bonjour. Pas encore. Bon, pour ce qui est... Et là, on vous demande d'aller partager les travaux des recherches des étudiants. On en demande vraiment beaucoup à la presse togolaise. Oui, bonjour l'ami en ligne. Bonjour, comment vous allez? Monsieur Maglo. Oui, Maglo. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié vos suggestions en ce qui concerne la formation du futur gouvernement. Vous avez fait une proposition pertinente, un gouvernement de mission, un gouvernement de gens qui sont prêts à servir le peuple et tout. Mais je suis au regret de constater que c'est pratiquement impossible. Vous demandez l'impossible au chef de l'État. Et pourquoi? Nous connaissons à peu près ceux qu'on peut appeler à ces postes pour la simple raison que c'est des gens qui ont aidé le chef de l'État. Vous ne pouvez pas avoir des gens à côté de vous pour cultiver et pendant la période de vous allez appeler d'autres. C'est pratiquement impossible. Donc, ne vous étonnez pas si d'un jour à l'autre on fait appel à ceux que vous connaissez, que nous connaissons, du moins pour polir un peu l'image, on va faire revenir certaines personnes que nous connaissons déjà, parce qu'ils ont joué un rôle, et c'est toujours comme ça. Voilà. Merci, M. Maglo. Voilà. Michel? Non, moi je ne le crois pas. Je ne crois pas à ce que Maglo dit, parce que nous reprochons le plus souvent au chef de l'État de nommer des kidam, des gens dans le gouvernement qui, ma foi, ne l'apportent rien politiquement. Des gens qui, c'est vrai qu'il y a dans le gouvernement des gens qui mouillent le maillot tout le temps pour le pays, mais il y en a qu'on amène, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là-bas. Donc, des gens qui n'ont participé en rien à la réélection, par exemple, du chef de l'État. Il y a des ministres actuellement, je ne cite pas de nom pour qu'on dise que c'est encore Michel. Il y a des ministres, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait durant tout ce temps-là. Moi, j'estime qu'ils n'ont rien fait. Mais ils sont là, ces gens-là comme ça, et on va dire que c'est parce que ceux qui ont aidé le... Non, moi, je ne crois pas. Merci. On va prendre l'auditeur qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Aboubakar. Monsieur Aboubakar, oui. Vous salue. Nous vous saluons aussi. Ce qui m'inquiète, moi, selon le ministre de la Communication avait appelé la presse et félicité très bien la presse dans la bouche. Mais pourquoi ils ne vont pas accompagner la presse? Ils vous appellent, ils vous félicitent pour un gros zéro à Yame Balois. C'est pas bon. Merci. Le ministre Foli Bazi Katari aura écouté et en tout cas on lui rendra compte. Allô? Oui, bonjour l'ami. Allô, bonjour ça. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est John. Oui, du colonel Madjoulba, oui. Oui, c'est bizarrement que on n'entend rien, aucun communiqué, même du chef d'état-major, du ministre de la Défense, du chef suprême aussi des armées, alors que c'est une personnalité très importante qui est assassinée. Ce n'est pas un mouton qu'on a tué lors du Tabaski. Ok, voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous, John. Le suivant déjà, bonjour. Oui, bonjour, et à tous ceux qui se trouvent sur le plateau et aux autres journalistes. Merci. C'est monsieur Agbehonou Datiegou. Agbehonou Datiegou, allez-y. Aux journalistes médias, du courage à vous, puisque vous faites toujours du bon travail jour et nuit, alors que vos ventres se creusent davantage.
par rapport à la liberté de la presse dans ce climat de Covid. Où se trouve votre liberté si vous travaillez de façon limpide, si vous éveillez et que vous éveillez les autres ventre creux? Si vous informez, vous faites informer et que vous évoluez ventre creux. Où se trouve votre liberté si vous éduquez, vous faites éduquer ventre creux? Où se trouve votre liberté si vous enseignez, vous faites prendre de bonnes décisions par les gouvernants ventre creux? Où est alors votre liberté dans ce climat de Covid-19? Par rapport au serment et, disons, en quelque sorte, assassinat, je me demande pourquoi, ce serment est encadré par une grande pluie qui devait normalement annoncer un bon nuage pour le peuple togolais et juste au lendemain de l'assassinat, du serment, nous avons un assassinat. Là, on se pose des questions. Par rapport à la gouvernance future, je dirais tout simplement, à travers ma propre pensée, que gouverner ou gérer, c'est d'arriver à trouver des solutions à tous les problèmes des gens, sans que ces gens ne savaient même pas qu'il y avait des problèmes et que ces problèmes ont trouvé des solutions. Merci. Je vous en prie, merci pour le joli poème avec beaucoup d'anagrammes à l'intention des journalistes. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Chasse, mon directeur. Il n'y a pas de club de la presse sans Papa Sibiti. Mais salutations et remerciements à Monsieur Djadja, mon fils. Michel Tadja. Michel Djadja, bonne arrivée. Merci. Quand j'entends votre voix là, elle me plaît. Avec Pondio qui est le fils de mon patron. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu bénisse tout le Togo et tous les Togolais. Le gouvernement, le président, c'est lui qu'on nous a donné. C'est Dieu pour moi. C'est le président que vous vous êtes donné. Non, c'est Dieu. Ah, ok. Vous-même, vous savez, vous avez donné des situations, mais il n'y a aucune autorité qui n'émane de Dieu. Et quiconque veut s'en opposer à la colère de Dieu sur lui-même, que le président fasse tout ce que nous voulons. La presse, qu'on vous augmente de l'argent. Les fonctionnaires, les retraités, les commerçants, c'est tout. Si nous gagnons bien, tant pis pour celui qui va dire qu'il veut la tête du président. Que soyons heureux, qu'il fasse que nous soyons heureux. Les enfants aient du travail. Vous connaissez, c'est ma chanson habituelle. Merci beaucoup, monsieur Djadja, monsieur mon directeur Chassou Gao et les autres. Je pense qu'ils disent que je ne connais pas leur nom. C'est pourquoi leur père ne les a pas cités. Oui, les deux autres sont Magloire et Elom. Monsieur Magloire et Elom, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Oui, après Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Oui. Sur le plateau. Oui. Bonjour. S'il vous plaît, c'est par rapport au Covid-19. Oui, c'est monsieur? Oui. Monsieur Thierry. Allô? Monsieur Thierry. Thierry. Oui. Oui, allez-y. S'il vous plaît, dites au gouvernement de lever le couvre-feu. Parce que ça ne nous apporte absolument rien à part les accidents. Moi, je fais des missions. Et chaque soir, à partir de 19h, c'est rien que des ambulances qui circulent dans la ville. Couvre-feu là, apparemment, les accidents tuent plus que le Covid-19. Mais donc, le couvre-feu ne nous sert absolument à rien. Le mieux, c'est de lever le couvre-feu pour que les gens vaquent librement à leur maison. C'est du désordre, quoi. Merci. Je vous en prie. Mais faites l'effort de rentrer quand même bientôt avant 20h. Nous prenons le dernier auditeur, puis nous faisons le point ici au studio. Bonjour l'ami. Oui, bonjour. Oui. C'est Komi. Komi, allez-y rapidement. Bonjour le plateau. J'ai pris note de toutes vos observations sur le décès tragique de notre frère. Une vie doit être toujours sacrée pour que personne ne puisse l'ôter comme ça à l'air libre. Mais j'ai pas compris une de vos analyses qui dit le côté insensible. Je ne sais pas si la mort d'un journaliste n'est pas sensible, la mort d'un Togolais lambda n'est pas sensible. Et pourquoi on dit qu'au niveau de l'armée c'est sensible? C'est parce qu'il y a des chars, il y a les bombes là-bas, il y a les mitraillettes. Or que quand on ouvre aussi le micro,
le journaliste qui parle, il dit une information, c'est sensible aussi. Qu'est-ce que vous mettez dans sensibilité au niveau de la mort de notre frère? Condoléances à la famille. Merci. Je vous en prie, Komi, tout ce qui touche à la santé, à la vie d'un être humain est sensible pour nous. Merci Komi, à tous ceux qui nous ont enrichis par leurs contributions, leurs questions, leur développement. Magloire Teko Kenvi, on fait un tour de table? Bon, disons que les uns les autres ont exprimé leur ressentiment également par rapport à tous les sujets dont nous avons fait cas ici. Je suis parfaitement d'accord avec tout le monde, surtout par rapport au questionnement du dernier auditeur. C'est ce que moi particulièrement j'essayais de dire, nous l'avons écrit noir sur blanc dans notre parution du jour, qu'il va falloir que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que l'opinion soit située. Pour moi, oui, certes, on parle de la grande muette, on parle d'un colonel, oui, on parle du Bir, oui, mais au-delà de tout, c'est un citoyen. Et quand un citoyen togolais tombe, les 7 millions d'autres citoyens ont droit de savoir de quel mort est décédé, ou si vous me permettez la tautologie, leurs concitoyens. Et donc, pour moi, il y avait eu d'autres cas. Peut-être que dans notre entendement, on met un peu la différence entre un militaire ou un civil. Mais ici, le cas est tellement flagrant. Vous avez vu ce qui se passe déjà dans son milieu natal, à Defelgou. Et il va falloir que les gens, cela, puissent avoir, en tout cas, une réponse à leur questionnement. Et il va falloir que l'autorité parle. Nous l'avons dit, même si on ne demande pas à l'autorité d'aller au fond du sujet, communiquer tout simplement, ça va permettre à des gens dont le cœur est déjà en tout cas meurtri de comprendre que notre douleur est partagée par l'autorité et nous devons également attendre que les enquêtes se poursuivent. Mais quand on ne dit rien par rapport au décès d'abord, mais on vient informer que le défunt a été remplacé, pour moi, il n'y a pas une cohérence là-dedans. Et donc, je partage intégralement l'opinion du dernier auditeur et nous interpellons ensemble le gouvernement, les autorités judiciaires et tout ça, chacun à son niveau donné, à communiquer, même si c'est de façon factuelle, pour que l'opinion soit juste située. Rappeler que dans une république qui se veut démocratique, les citoyens ont le droit de demander des informations et les dirigeants ont le devoir d'informer l'opinion sur leur gestion des affaires publiques. Et le Mati Chobwe, il y a un auditeur qui est revenu sur le coronavirus, qui a dit que les chiffres de contamination semblent s'estomper un peu, et du coup, nous commençons à perdre les habitudes des comportements barrières. Oui, je crois qu'il faut rappeler toujours aux uns aux autres que le mal est une réalité et rappeler les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir se protéger. Revenons sur la mort du colonel, lieutenant-colonel, le chef-corps. Je crois, comme Magloire l'a dit, comme je l'ai dit en début d'émission, qu'il faut véritablement faire la lumière sur ce crime. Bon, maintenant, le dernier auditeur que je respecte beaucoup, je crois quand même qu'il y a des questions des fois. Bon, vous avez vu quand il posait la question, je souriais un peu parce que la fin de la question m'a fait sourire. Quand on dit que est-ce que c'est sensible parce que il y a des chars et tout là-bas. Bon, écoutez, toutes les informations sont sensibles, oui, mais quand on parle de l'armée, ce n'est pas quand même la boutique du coin, quoi. Et quand vous avez aujourd'hui un autre pays qui détient votre puissance militaire et tout, ça veut dire qu'il peut déstabiliser votre pays facilement. Et donc l'armée, c'est autre chose, c'est la puissance. C'est pas pour rien que le président de la République est le chef des armées. C'est l'autorité suprême. Et donc ça ne se passe pas comme ça se passe à tous les coins de rue. Néanmoins, les journalistes ont le devoir de faire des investigations qui sont des investigations professionnelles et objectives pour révéler la vérité sur des faits cachés. C'est en cela que notre métier nous interpelle. Mais par rapport à la gravité de la situation, à la gravité de ce fait-là, on ne peut pas se hasarder à s'asseoir devant un micro pour commenter un peu comme si on commentait un combat de boxe sur un ring. Je suis désolé. Merci beaucoup, Michel Tchadja. Un auditeur revenu sur le chef de l'État qui se retrouve un peu les mains liées. Il doit avoir un devoir de reconnaissance à l'endroit de ceux qui l'ont aidé pour la réélection, alors que les défis sont immenses sur le terrain. Oh, c'est lui qui a été élu. Normalement, il ne doit pas tenir compte
Et d'ailleurs, même les 15 dernières années, on ne sent pas fort, en tout cas moi personnellement, fort récompenser des gens. Puisqu'il y a des gens qui mouillent le maillot, mais à la fin, on les retrouve seuls. Des gens qu'on n'a jamais vus, on ne sait pas politiquement qu'est-ce qu'ils apportent le chef de l'État. Et c'est eux, ils sont plus nombreux même derrière lui. Donc c'est ça. Moi, par rapport aux récompenses, je ne crois pas tellement. Mais ce qu'il doit comprendre, c'est que cette fois-ci, les choses ne pourront pas continuer à être comme avant. Il doit faire un effort. S'il a été élu à plus de 70%, ça veut dire que c'est un vote massif. Ça veut dire que... Et il n'a qu'à comprendre aussi que 80 à 90% de ceux qui l'ont élu, c'est des pauvres. C'est des régions, c'est dans les régions de pauvreté. Ce n'est pas moi qui le dis, les statistiques de la Banque mondiale sont là. Là où il a eu des taux écrasants, c'est des milieux où les gens souffrent le plus. Et ça doit l'interpeller. Et à chaque fois, c'est là où les gens souffrent beaucoup, on lui fait confiance. Donc, et ça continue. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites, mais la misère continue. Donc, il doit redoubler de vigilance et faire en sorte que les gens puissent bénéficier de sa gouvernance. Parce que les milieux qui vraiment en souffrent, c'est eux qui le votent tout le temps. Et il le sait, la cartographie électorale est là. Donc c'est à lui de prendre la mesure de la chose et faire en sorte que les citoyens, sur toute l'étendue du territoire national, puissent se sentir plus ou moins à l'aise. Et il le sait. De laisser ses affaires il a le droit d'avoir des amis, mais dans la gestion du pays, je pense que il peut souffrir de laisser certains amis parce que sinon les choses ne vont pas très bien comme cela se devait. Merci. Alors, nous allons terminer avec un clin d'œil à l'endroit de ce qui nous arrive de Sioux et de Niamtougou. Il semblerait que la situation est bien tendue. Nous demandons à nos compatriotes qui nous écoutent sur les ondes de radio Sama FM de manifester, mais tout en restant calme et sage, avec l'espoir que l'autorité les comprendra et leur donnera des raisons, des explications sur leur sortie. Tour de table avec carton de fin d'émission, Magloire. Carton vert au nouveau commandement de la force anti-Covid, parce que on constate que depuis quelques jours déjà, c'est un peu la méthode douce, la méthode de diplomatie, de pédagogie. Et déjà, j'ai vu, quand ils sonnaient 19h30 en allant, il y a des éléments motorisés qui klaxonnent pour signaler aux gens que bientôt 20h, rentrez chez vous. Le colonel Amana, voilà, il a changé d'approche. Oui. Merci et beaucoup. pour finir, bon repos, merci à un ami, il s'appelle Benkoa Maloa, il est agent à la FISEC Togo et Bekota. Je lui passe mon bonsoir. Je comprends que vous avez votre compte là-bas. Et là, Mathis Joué. Moi, je n'ai pas de carton. Bonne journée à tout le monde. Merci. Michel Tadja. Non, si je dois donner un carton, il est à l'endroit du colonel Amana, parce que ce monsieur, il a un travail. Il commence. Hein? Non, ce n'est pas la première fois qu'il a commencé. Il a géré d'une manière professionnelle la FOSEP, tout le monde le sait. Tout le long de la campagne, jusqu'au jour de l'élection, je ne sais pas si vous avez remarqué des grabuges qu'on pouvait peut-être réussir de par le passé. Et c'est bien normal qu'aujourd'hui, que les autres autorités lui fassent confiance pour le mettre à la tête de FOSAP. Et il est en train de montrer... Colonel Amana, carton vert, n'ayons pas peur des moments difficiles. Le meilleur peut naître de là, nous apprend Rita Levi Montalcini. Rendez-vous demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.